la molette. On va sortir ça. On va y arriver, on va y arriver. Alors, je commence en attendant le réglage. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Stéphane Lhomme, directeur de l'Observatoire du nucléaire. C'est une structure que j'ai créée en 2010 et qui a pour objet non pas de faire des manifestations, mais de produire, ça d'autres s'en chargent et tout le monde y est convié, bien entendu. Hein. Mais là, ça a pour but de produire de la documentation, de l'information, de la contre-information par rapport à, évidemment, au discours officiel qui est celui de l'État français, d'EDF, Areva, Orano, discours qui ont bien besoin d'être critiqués et contredits. Voilà, donc on m'a dit aussi qu'il y avait à la table, en plus de tous les documents annoncés, quelques exemplaires de l'excellent mensuel La Décroissance, donc, que je vous recommande, en particulier une excellente chronique anti-nucléaire à la dernière page tous les mois. Et puis, je vous ai amené aussi quelques exemplaires. Mon éditeur a retrouvé des exemplaires de mon livre de 2006, L'insécurité nucléaire. Donc, évidemment, c'est plus tout à fait d'actualité, quoique. Donc, je les ai rachetés à 1 €. Donc, j'en ai quelques-uns dans mon sac. Je vous les fais à 1 €. Voilà, si ça vous dit, vous pourrez retrouver quelques données intéressantes. Il y avait quelques éléments assez visionnaires, on va dire. Par exemple, suite au fameux tsunami qui avait fait tellement de morts en Asie, je crois que c'est en 2004, je pense. Et donc, dans le livre, j'analysais cette situation et je montrais que une centrale nucléaire en construction sur les côtes de l'Inde avait été inondée et qu'il fallait considérer ce tsunami comme un véritable avertissement pour l'industrie nucléaire, ce qui évidemment n'a pas été pris en compte et quelques années après, c'était Fukushima, bien entendu. Voilà, alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc vous voyez la question, nucléaire, stop ou encore, puisqu'il est question ces temps-ci de fabriquer de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc voilà, alors quel avenir? On va voir un petit peu s'il y a de l'avenir ou pas pour le nucléaire globalement sur la Terre, en particulier en France. Et puis donc les 2 premiers réacteurs annoncés par Emmanuel Macron sont censés être à Penly en Seine-Maritime. Mais on est tous concernés parce que d'abord on sait très bien qu'en cas d'accident par exemple c'est toute l'Europe qui est concernée. Et puis financièrement nous payons tous pour le nucléaire. Voilà, alors le 27 novembre 2018, vous voyez, donc un article dit qu'Emmanuel Macron annonce la fermeture de 14 réacteurs nucléaires en France. Et abracadabra, février 2022, donc 3 ans et quelques plus tard, Emmanuel Macron annonce la construction de 14 réacteurs nucléaires. Donc, il s'est forcément passé quelque chose entre-temps. Il y a quelqu'un qui est allé voir Macron en lui disant « Monsieur le Président, ne le prenez pas mal, vous avez quand même le chiffre de 14, mais il ne faut pas fermer 14 réacteurs nucléaires, il faut construire 14 réacteurs nucléaires. » Et Macron a dû répondre « Bon, vous êtes sûr? Écoutez, on va faire 14 réacteurs nucléaires. » Alors, c'est un peu de la caricature, mais j'exagère à peine parce que vous n'imaginez pas à quel point le personnel politique, y compris jusqu'au sommet de l'État, est totalement ignorant de ces questions. On l'avait vu d'ailleurs au débat de l'entre-deux tours des présidentielles entre Sarkozy et Royal, où ils s'étaient trompés lamentablement tous les deux. Et depuis, d'ailleurs, dans les débats, ils évitent soigneusement la question du nucléaire. Alors voici les 3 gagnants pour le moment, si on peut dire gagnants, du projet de Macron. C'est donc 14 nouveaux réacteurs nucléaires. Donc 2 à Penly en Seine-Maritime, ensuite 2 à Gravelines dans le Nord et 2 peut-être à Bugey dans l'Ain. Et puis 8 autres en option, peut-être même au Blayais, semble-t-il. On va voir si ça peut prendre réalité ou pas. Voici la centrale nucléaire de Penly. Donc vous voyez, il y a la place pour 2 réacteurs là, donc c'est là qu'ils veulent en rajouter 2. Voilà, donc. Alors, voici ce que peut donner un débat sur le nucléaire. Alors, à nouveau, c'est de la caricature, mais c'est vrai que j'ai moi-même participé à des dizaines de débats, et en fait, jamais personne n'a gagné ou perdu un débat sur le nucléaire, parce que
Celui qui est pour le nucléaire déroule ses arguments. Celui qui est contre, lui, parle des catastrophes, des déchets. Et finalement, personne ne gagne ni ne perd. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu l'explication de la démarche de l'Observatoire du nucléaire. C'est d'essayer de s'extraire un peu du débat sur c'est trop dangereux, non, c'est pas trop dangereux. Vous n'avez pas de solution pour les déchets radioactifs. Mais si, on a des solutions pour les déchets radioactifs. Et de regarder les choses plus, on va dire, de prendre un peu d'écart et de regarder les choses en particulier avec beaucoup de données précises et qui proviennent en particulier de l'Agence internationale de l'énergie, voire aussi de l'Agence internationale de l'énergie atomique. On va dire c'est les données du camp d'en face qui sont donc incontestables, au moins par eux, et qui permettent pourtant de voir la réalité des choses. Donc depuis le début des années 2020, vous avez sûrement remarqué que les médias réhabilitent le nucléaire avec une formule qui revient tout le temps. Vous voyez donc c'était aux 20h de TF1, nucléaire, le retour en grâce. Le point, le retour en grâce du nucléaire. Valeur actuelle, le retour en grâce du nucléaire. L'humanité, le retour en grâce du nucléaire civil. Alors, l'Express, ils n'ont pas reçu l'affiche, je pense. Donc, eux, ils ont mis la revanche de l'atome. Ils ont dû se faire tirer l'oreille. On leur a dit, cette année, c'est le retour en grâce. Les Échos, le retour en grâce du nucléaire. Même le Fonds monétaire international, les pages en français, le retour en grâce du nucléaire. Radio France Internationale, le retour en grâce du nucléaire en Europe. L'Agence France-Presse, un sommet pour le retour en grâce du nucléaire. Donc on pourrait faire, je sais qu'il y a aussi des conférences sur comment fonctionnent les médias. Hein. On sait que ça fonctionne en meute. Il y en a qui donnent le ton, l'AFP par exemple, et après tout le monde dit la même chose. Alors c'est très amusant parce que, séquence nostalgie, 20 ans plus tôt, donc au début des années 2000, eh bien on avait exactement la même chose à un bémol près, c'est que la formule c'était le grand retour du nucléaire. Donc là, je vous ai retrouvé un article donc, de 2007 de RTL, Ouest France. Le nucléaire civil annonce son grand retour. Courrier international, nucléaire, le grand retour. Il y en avait des dizaines comme ça. C'était le grand retour du nucléaire. On allait voir ce qu'on allait voir. 240 réacteurs en projet dans le monde. Il y allait avoir des réacteurs qui allaient pousser partout sur la planète. C'était le grand retour du nucléaire. Ce grand retour, on va le voir, ne s'est pas produit, pas du tout. Et 20 ans plus tard, on nous refait le coup, mais avec une petite évolution, ce n'est plus le grand retour du nucléaire, c'est le retour en grâce. Mais le fonctionnement du lobby et de l'industrie nucléaire et des médias est exactement le même à une formule près. Alors tout ça, il y a 20 ans, était sous la houlette de Anne Lauvergeon qui obtenait le lauréat de la catégorie manager, le management en 9 leçons. Je vous ai retrouvé quelques articles de l'époque. Anne Lauvergeon, l'énergie du nucléaire, de l'Élysée à Areva, femme puissante, la forte tête du nucléaire, la reine de l'atome. Mais il y en avait des dizaines et des dizaines. L'électron libre, elle a imposé Areva, le mystère Lauvergeon, la française la plus puissante du monde, une journée avec Anne Lauvergeon, la femme que personne n'arrive à atomiser, le meilleur Dominique Seux qui s'exprime sur le service public alors qu'il est sur France Inter, alors qu'il est rédacteur en chef d'un magazine ultralibéral. Et lui, il disait « Areva est une vraie réussite et Anne Lauvergeon a un charisme exceptionnel ». Peu de temps après, Areva était en faillite et Anne Lauvergeon ne faisait pas preuve de charisme mais de rapidité, puisque depuis cette époque, elle est poursuivie par de nombreux juges d'instruction qui n'arrivent pas à la rattraper. On verra sûrement pourquoi. Alors, je vous prie de m'excuser de cette petite nostalgie. Vous voyez le jeune militant antinucléaire qui est là, c'était moi, et qui désignait Anne Lauvergeon, voilà, avec Christine Ockrent. Et je m'étais fait gronder à la sortie. L'assistante d'Ockrent m'avait dit « Si on avait su que vous étiez aussi méchant, on ne vous aurait jamais invité. » Et ils ne m'ont plus jamais invité. Et autre... moment de réception avec Anne Lauvergeon à Bordeaux pour un débat où elle était invitée par Alain Juppé. Mais si je vous ai mis ça, c'est pour ce monsieur là, je vous recadre l'image. Je ne sais pas si quelqu'un le reconnaît. Édouard Philippe, exactement, qui était un bras droit, un des bras droits d'Anne Lauvergeon pour un poste mystérieux dont on n'a jamais eu la définition, mais on a su, quand on fait des recherches, qu'il était chargé tout simplement de la corruption
Alors pas officiellement, bien entendu, hein, mais c'était lui qui allait dealer avec les chefs d'État d'Afrique pour que la France puisse continuer à piller, en particulier au Niger, piller l'uranium. Voilà. Donc c'est à savoir, puisqu'il paraît-il, il fait partie peut-être des candidats à être notre futur président de la République. On a échappé de peu à Bernard Cazeneuve, Premier ministre, c'était le député Areva hein, de Cherbourg, et lui aussi vient d'Areva. Vous voyez, l'industrie nucléaire, alors Areva a fait faillite, mais ils sont toujours là dans le coup. Hein. Voilà, je vous passe ça, voilà, des conflits d'intérêts, je vous passe quelques articles. Voilà, alors, donc, comme je vous disais, le grand retour du nucléaire des années 2000, annoncé dans les années 2000, on devait avoir, aujourd'hui on devrait avoir 200, 300 réacteurs nucléaires en plus, ça n'a jamais eu lieu. Et précision très importante, ce n'est pas à cause de Fukushima. Pourquoi précision importante? Parce que les gens qui font la promotion du nucléaire disent, bon c'est vrai, il n'y a pas eu tout ce qu'on a annoncé, mais c'est parce qu'on a eu un petit léger contretemps qui s'appelle Fukushima, mais maintenant c'est histoire ancienne, on va voir d'ailleurs qu'il y a un véritable négationnisme sur cette affaire, et vous allez voir ce que vous allez voir, ça va redémarrer. Eh bien, ce raisonnement est complètement fallacieux. Regardez l'évolution de la part du nucléaire dans la production mondiale d'électricité. En 2001, le nucléaire produisait 17,1% de l'électricité mondiale, ce qui, entre parenthèses, était déjà pas énorme. Et voici le grand retour du nucléaire. Vous le voyez, il est comme ça. Voilà, donc ça ne fait que descendre. Et le dernier chiffre, donc c'est pour l'année 2023, 9,1. Et vous pouvez voir que cette descente, cet effondrement, même on peut dire, du nucléaire depuis plus de 20 ans, était même plus rapide avant Fukushima qu'après. Vous voyez la date de l'année de Fukushima. Donc ça descendait à pic pratiquement là. Après, ça a presque stagné, ça recommence à descendre. Alors pourquoi ça a descendu plus vite avant Fukushima qu'après? Tout simplement, quand le total diminue, évidemment, la vitesse de décélération, la vitesse de descente ne peut pas être aussi rapide par la suite, quoi. Donc, si vous voulez, ça va continuer comme ça à descendre de manière asymptotique, se diriger lentement mais sûrement vers le zéro, on va voir ça. Alors, voici ces chiffres-là que je vous ai montrés, je ne les invente pas, ils viennent de ce document de l'Agence internationale de l'énergie, Keyword Energy Statistics. Vous voyez la page de l'édition 2003 qui présente les chiffres 2001 parce qu'il faut 2 ans pour récupérer toutes les données très précises, donc c'est un vrai travail très sérieux. C'est un document qui a été publié annuellement depuis des décennies, qui malheureusement est arrêté depuis 3 ans. Là. Je ne sais pas pourquoi, alors on a d'autres façons de trouver les chiffres, on va voir. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que quand je vous dis que la part du nucléaire est passée de 17,1% à 9,1%, c'est pas juste des inventions pour dire que le nucléaire c'est mal, c'est la stricte réalité. Vous voyez déjà qu'en 2001, donc le nucléaire, comme je vous disais là, c'est ce camembert, c'est 17,1%. L'édition suivante, rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer les 20, mais je les ai tous. S'il y a des gens qui ont un doute, vous pouvez me contacter et je vous enverrai tous les documents, je les dans mes ordinateurs. Donc, déjà l'année suivante, 2002, on était à 16,6, etc., etc., jusqu'à la dernière publication, celle qui s'est arrêtée depuis. Vous voyez que la présentation des camemberts a un petit peu changé, mais là, le nucléaire, on n'était plus qu'à 10,4. Et depuis, alors on a d'autres façons d'avoir les chiffres qui sont publiés en particulier par un think tank très important qui s'appelle Amber, qui n'est absolument pas anti-nucléaire, hein, mais qui produit des chiffres très précis. Donc en 2020, c'était 10,1%. En 2021, 9,9%. Et 2022, 9,2%. Et c'est le monde. Hein. C'est le monde. Hein. Voilà. Et donc, voilà, là, ça permettait d'avoir le dernier chiffre, 9,1. Donc, voilà l'état, enfin, l'évolution de la part du nucléaire dans l'électricité mondiale, de 17,1% en 2001, 9,1% aujourd'hui. Et même, on est peut-être même passé en dessous des 9%, on aura les chiffres plus tard. Donc, il ne faut quand même pas oublier que, de la part des gens qui défendent l'industrie nucléaire, c'est cette industrie qui doit nous sauver du réchauffement climatique, qui doit sauver le climat, la planète, la galaxie.
avec une évolution comme ça. Hein. Donc, on est largement permis de douter. Alors, comme je vous disais, on ne nous annonce plus le grand retour, mais le retour en grâce. Est-ce que peut-être le retour en grâce va réussir là où le grand retour a échoué? Alors, on a à nouveau une énorme offensive médiatique en nous disant jusqu'à 100 000 emplois, alors en France, jusqu'à 100 000 emplois créés par la relance du nucléaire. Le Figaro, relance du nucléaire, le chantier du siècle, voyez-vous. Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Énergie, nous sommes en train de nous donner les moyens de relancer le nucléaire. Elle a peut-être sorti son chéquier. Là, voici, moi, je l'aime bien, je l'adore. Je l'appelle Tartarine des électrons. C'est en référence à Tartarin de Tarascon, bien sûr, parce qu'elle est tellement fière, on dirait que c'est elle qui a construit les centrales, elle est chez elle, vous voyez. Alors, à un moment donné, elle s'est fait piquer le nucléaire par Tartarin des électrons. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que c'est des gens qui, leur métier, c'est de faire de la politique. Hein. Et elle a quand même mis le casque de travailleur d'EDF. Bruno, lui, il a mis carrément la doudoune EDF, bon, le casque peut-être plus tard. Voilà, et donc là, il lui avait piqué, à la faveur du remaniement, il lui avait piqué les centrales nucléaires au niveau de ses attributions ministérielles. Mais là, elle est revenue quand même. Depuis la dissolution, c'est elle qui a à nouveau l'énergie. Et quand même, le maire disait, il est totalement pour le nucléaire, mais il disait EDF doit tenir ses coups. Donc, déjà, il s'inquiétait des finances publiques. Alors, comme je vous disais, on a un négationnisme pour justifier toute cette prétendue relance du nucléaire, les emplois, tout ça. On a un négationnisme par rapport à Fukushima. Voici, alors, Géraldine Wössner, c'est une journaliste du Point qui est formidable parce qu'elle est pour le nucléaire, les OGM, les pesticides, enfin les méga-bassines, à peu près tout ce qui est... Voilà, elle est pour tout ce qui est horrible. Et donc elle dit, Fukushima, 0 mort, aucun cancer, rien. Il y a cette dame aussi qui passe sur LCI. Fukushima, l'atome n'a pas tué, 0 mort. C'est bizarre parce que même le propre directeur de la centrale, au moment de la catastrophe, est mort d'un cancer peu de temps après. Mais on nous a dit que ça n'avait rien à voir. Elle s'appelle Emmanuelle Ducrot, donc elle voyage en absurdie. Donc c'est le titre de sa chronique. Pareil, elle dit qu'il y a 0 mort à Fukushima. Alors, il y a donc du négationnisme, il y a aussi des décisions qui sont prises. Par exemple, vous savez que de temps en temps, nos amis de Greenpeace font des opérations un petit peu spectaculaires. Ils rentrent dans une centrale avec des banderoles. Alors, ils ne rentrent pas dans les réacteurs, hein, ils passent le grillage et tout ça. Mais désormais, il y a des peines de prison et des amendes beaucoup plus lourdes pour les dissuader de dire du mal du nucléaire. En France, il faut dire du bien du nucléaire. On a eu récemment aussi un projet de loi d'accélération de l'énergie nucléaire qui a été adopté donc, en mars 2023, c'était encore la majorité macronienne. Et l'idée là, c'était d'écarter tout un tas de choses qu'il fallait respecter, à savoir des consultations de la population, le respect d'un certain nombre de rapports à rendre avant de faire un chantier comme une centrale nucléaire par rapport à la protection de l'environnement, tout ça. Tout ça s'est dégagé parce qu'il faut aller très vite. Il faut aller très vite parce qu'on se rappelle que le dernier réacteur en date lancé par EDF, donc le fameux EPR de Flamanville, il devait fonctionner en 2012 et donc il vient juste de démarrer avec 12 ans de retard en 2024. Pour le moment, il est royalement à 0,2% de sa puissance. On ne sait pas s'il va pouvoir faire mieux. Il ne produit aucun électron. Et on a eu aussi une loi de fusion de l'autorité de sûreté nucléaire avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et en fait, l'idée, c'est de mettre au silence cet institut qui faisait des rapports composés d'ingénieurs qui ne sont absolument pas contre le nucléaire, bien au contraire, mais qui faisaient leur boulot en pointant, en faisant des rapports en disant telle chose dans les centrales d'EDF ne va pas, ou telle chose sur le PR, il faut changer. Et bon, l'industrie nucléaire a commencé à dire, ils commencent à nous fatiguer, cela, ça nous ralentit, ils n'arrêtent pas de s'occuper de la sûreté. Ben, c'est un peu leur boulot. Donc, on fait une fusion avec l'autorité de sûreté nucléaire. Comme ça, ils seront mis au silence. Et vous voyez, malheureusement, c'est passé 260 pour, 259 contre. Et donc là, c'est tout rattaché au ministère.
Non, c'est rattaché à l'autorité de sûreté nucléaire. Elle n'est pas rattachée au ministère, elle est indépendante. C'est ce qu'on appelle une autorité indépendante, mais enfin, elle est composée de gens du nucléaire. Hein, donc, c'est encore plus pro-nucléaire que si c'était rattaché au ministère, à la limite. Voilà. Vous avez peut-être entendu dire aussi que le nucléaire a été intégré dans la liste des technologies vertes, écolo, au niveau de l'Union européenne. Alors ça, c'est suite à un véritable chantage de la part d'Emmanuel Macron, qui au niveau du Conseil européen a dit « Moi, je bloque la directive sur les énergies renouvelables ». Donc il y avait une directive très importante avec des financements pour développer les énergies renouvelables dans toute l'Union européenne. Et évidemment, il fallait l'unanimité. Macron a dit « Moi, je vote contre tant que vous ne mettez pas le nucléaire dans les énergies propres ». Donc ça a traîné un petit peu. Et puis finalement, il a eu gain de cause et il a réussi à faire mettre le nucléaire dans les énergies prétendues propres. Décarboné, mais ça ne règle pas toujours le même petit problème, c'est qui fait les chèques, parce qu'en fait, ce n'est pas l'Union européenne qui va faire les chèques pour fabriquer des réacteurs en France. Alors, vous avez vu avec tout ça, ces annonces, les emplois, Fukushima n'a pas tué, les lois pour accélérer le nucléaire. Est-ce que le nucléaire va peut-être entrer dans une période radieuse? Est-ce que le retour en grâce va fonctionner là où le grand retour n'avait pas fonctionné? Alors, vous voyez déjà quelques articles, ça c'est l'organisme de presse de l'industrie nucléaire, World Nuclear News, et qui disent « L'industrie maintenant doit traduire les ambitions nucléaires en réalité ». C'est-à-dire que c'est bien beau de parler, de dire il faut faire du nucléaire, ça va sauver le climat, la planète, la galaxie, mais parler c'est bien beau, mais il faudrait passer à la réalité. Un autre magazine, là, Transition Énergie, nucléaire français, entre la parole et les actes. Il faut arrêter de parler, il faudrait y aller maintenant. Devant le Sénat, les syndicats, qui sont totalement pour le nucléaire, les syndicats d'EDF, la CGT, Énergie, FFO, tout ça, appellent à traduire en actes le discours de Belfort, c'est le discours au cours duquel Macron avait annoncé tous ces nouveaux réacteurs. Donc il faudrait que ça passe en acte maintenant. Il faut arrêter de parler et passer à la réalité. Alors, nouveau retour. En 2009, Anne Lauvergeon disait, relance du nucléaire, le fameux grand retour, il faut passer de la parole aux actes. Parce que finalement, c'est très facile de dire, on va faire des réacteurs nucléaires, mais il y a beaucoup de problèmes pour les faire en réalité. Alors, voyons où on va le voir au fur et à mesure. Voyons déjà dans quel état est le nucléaire dans le monde et l'énergie. Alors, ça, c'est la consommation mondiale d'énergie. Vous pouvez voir que malheureusement, charbon, pétrole et gaz, on est à 66%. 2/3 de la consommation mondiale d'énergie, c'est charbon, pétrole, gaz. Et ça, en rouge, c'est l'électricité. Et les 2/3 de l'électricité, c'est aussi pétrole, gaz, charbon. Ce qui fait qu'actuellement, sur Terre, 80% de la consommation mondiale d'énergie, c'est pétrole, gaz, charbon. Alors, tout le monde est conscient que c'est polluant, que ça émet du CO2, qu'il faut faire autrement. Mais une fois de plus, c'est bien beau de le dire, on ne se passe pas si facilement, malheureusement, de 80% de la consommation mondiale d'énergie. Alors, et donc l'électricité, c'est même pas 20, on va arrondir à 20%. L'électricité, c'est 20% de la consommation mondiale d'énergie. Le reste, c'est des choses qu'on brûle, hein, le pétrole, l'essence dans nos voitures, etc. Et rappelez-vous, le nucléaire, 9,2, c'est même 9,1% actuellement, de l'électricité. Les renouvelables, 32% de l'électricité, c'est-à-dire pratiquement, maintenant on est pratiquement à 35. Hein. C'est une part qui augmente de manière exponentielle. Donc les renouvelables, c'est 4 fois plus que le nucléaire. Donc le nucléaire, c'est 9,2% de l'électricité mondiale. On reprend le diagramme précédent. Voici le nucléaire. Voici la part du nucléaire dans la consommation mondiale d'énergie. À peu près 9% de ce petit morceau, c'est-à-dire à peu près 1,8% de la consommation mondiale d'énergie. Il faut se rappeler toujours que les gens qui défendent l'industrie nucléaire disent que le nucléaire va sauver le climat. Avec une part qui est absolument rikiki, et on l'a vu, qui ne cesse de descendre.
Donc ça, c'est pour dire que peut-être que ce n'est pas forcément une bonne idée de remettre des milliards dans une énergie qui est finissante. Alors, elle va prendre encore malheureusement quelques décennies avant de disparaître et des centaines de milliers d'années pour ces déchets, mais c'est une industrie qui est vraiment sur la pente très descendante et qui en plus a une part infime, qui va évidemment absolument pas sauver le climat. Alors évidemment, vous avez des gens comme M. Jancovici qui disent si la part du nucléaire est si faible, il faut l'augmenter. Alors il faut l'augmenter de manière absolument extraordinaire. Il faudrait mettre des milliers de réacteurs nucléaires sur Terre pour que la part soit plus grande et que ça participe à sauver le climat dans la mesure où le nucléaire émet peu de CO2. Mais je le rappelle, la tendance, c'est exactement l'inverse. C'est tendance à la baisse, puis à la baisse très rapide. Alors, est-ce que cette baisse va continuer? Alors, vous avez certainement entendu parler qu'on nous annonce pour bientôt des petits réacteurs modulaires, SMR, c'est-à-dire beaucoup plus faciles à construire, beaucoup moins chers, et ça va se faire très facilement. On va claquer des doigts et les petits réacteurs vont pousser partout sur Terre, sur la planète, il y en est prévu partout. Et donc peut-être que ça, finalement, ça va faire redémarrer le nucléaire et sauver le climat, la planète, la galaxie. Alors je vous renvoie vers une excellente tribune publiée dans Le Monde, d'autant plus excellente qu'elle a été écrite par moi, et qui donc de 2021, et qui est titrée « S'ils voient le jour, les petits réacteurs nucléaires modulaires produiront une électricité ruineuse ». Que s'est-il passé depuis? Voici un article, donc 2 ans plus tard, donc des Échos. Nucléaire, les petits réacteurs essuient un revers aux États-Unis. C'est plus qu'un revers, c'est un désastre. C'était le seul projet de SMR, de petits réacteurs modulaires, qui était avancé et qui était reconnu par l'autorité de sûreté nucléaire américaine, la NRC. Il y avait tout un tas de clients qui s'étaient manifestés, des collectivités territoriales américaines et des entreprises. Et quand le bilan financier des prévisions a été fait pour de bon, tout le monde s'est retiré. C'était une électricité ruineuse, comme annoncé par le type là, dans Le Monde 2 ans auparavant. La disgrâce du nucléaire. Voilà. Et donc, du coup, c'est totalement abandonné. Alors, peut-être qu'ils vont essayer, il y a d'autres projets qui existent, mais peut-être qu'eux, ils vont trouver une recette magique pour produire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant longtemps, on nous a dit il faut faire des très gros réacteurs. Parce que si vous avez un petit réacteur, en fait, vous avez des frais pour construire un petit ou un gros qui sont relativement comparables. Le gros va quand même coûter plus cher puisqu'il faut plus de béton, plus d'acier, etc. Mais au final, le coût de fabriquer un réacteur qui soit petit ou gros est relativement proche. Sauf que le gros, lui, va produire beaucoup d'électricité et donc il va finir par être rentable. Alors que le petit, qui coûte lui-même très cher, il va produire beaucoup moins d'électricité et il n'arrivera jamais à être rentable. C'est ce qu'on nous a dit pendant longtemps, d'ailleurs pour nous dire qu'il fallait faire l'EPR, par exemple, 1650 MW, c'est-à-dire un très gros réacteur. Et là, tout d'un coup, on nous dit non, mais il faut faire des petits réacteurs. Je ne sais pas par quel miracle ils vont devenir rentables tout d'un coup. Eh bien, ils ne le deviennent pas. Et alors, heureusement, il y a la France, évidemment, le royaume du nucléaire, et EDF a un projet de petits réacteurs modulaires Nuward, leader européen, s'il vous plaît. Patatras, ah non, même ils ont reçu une aide, l'Union européenne a autorisé la France à verser 300 millions d'euros sur ce projet, donc de notre argent public, dont on aurait pourtant bien besoin par ailleurs. Patatras, regardez, transition énergie, SMR, encore un revers pour EDF. L'usine nouvelle, EDF abandonne son projet de technologie de petits réacteurs nucléaires. Alors pour essayer de sauver la face, ils ont dit qu'ils allaient tout remettre à plat, le reconfigurer, le retravailler, tout ça, mais c'est un enterrement de première classe et l'explication de cet échec total, c'est exactement toujours la même, c'est le pire ennemi du nucléaire, qui n'est malheureusement pas le militant antinucléaire qui fait ce qu'il peut, mais c'est la calculette. La calculette, le pire ennemi du nucléaire. Et une fois qu'ils ont fait les calculs, ils disent on arrête tout parce que c'est totalement ruineux. Voilà. Donc, il y a encore plein de projets de SMR, mais ils vont tous s'évanouir parce que tout le monde se heurtera à la même réalité, c'est-à-dire que c'est totalement ruineux. Donc, au revoir les petits réacteurs. Qu'est-ce qui nous reste? Les gros, comme le PR.
Alors là, je nous renvoie à ce document aussi remarquable, The World Nuclear Industry Status Report, le document annuel, donc qui est fait par alors ce qu'on appelle des experts critiques. Donc l'industrie nucléaire dit toujours oui, mais c'est parce qu'ils n'aiment pas le nucléaire qu'ils font ce rapport. Sauf que c'est un rapport qui est tellement remarquable, tellement bien fait. C'est vraiment très épais avec des données tout à fait exceptionnelles qui montrent exactement tout ce qu'il faut sur toute l'industrie nucléaire dans tous les pays, que même l'industrie nucléaire dit toujours, en fait, parfois même, ils se reportent à ce document pour avoir les données à jour. Donc voilà, c'est vraiment... jamais ils ont pu être pris en défaut d'avoir écrit des choses fausses. Hein. Et alors on voit des choses très très intéressantes dans ce document annuel. Par exemple, dans le plus récent, là, de celui qui vient juste de paraître, on voit que l'âge moyen des réacteurs nucléaires actuellement sur Terre est de 32 ans. Donc il y en a qui ont presque 50 ans, il y en a qui sont récents, qui ont 2, 3, 5, 8, 10 ans, des jeunes, mais la moyenne, en moyenne sur Terre, à peu près 400, il y a 408 réacteurs en service actuellement, ils ont 32 ans de moyenne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les réacteurs nucléaires sont arrêtés à 28 ans. Alors, évidemment, cette moyenne n'est pas respectée, autrement, pratiquement, ils auraient tous été fermés. Les réacteurs les plus anciens avaient une durée de vie plus courte, et puis aujourd'hui, les autorités de sûreté accordent des prolongations de durée de vie, ce qui permet de faire fonctionner 10 ans de plus, 15 ans, peut-être 20 ans de plus certains réacteurs, mais à condition d'investir énormément d'argent pour les remettre au niveau. Il ne suffit pas d'avoir un papier avec un tampon. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que quand on sait qu'en moyenne, les réacteurs sont arrêtés à 28 ans et que la moyenne d'âge des réacteurs actuels est de 32 ans, vous voyez que même avec des prolongations de durée de vie, l'industrie nucléaire est entrée dans sa période d'atterrissage. Elle ne va jamais pouvoir rattraper ça. Et d'ailleurs, le document montre que entre les réacteurs qui sont prévus à être construits et ceux qui vont fermer, par exemple d'ici 2030, c'est-à-dire c'est demain matin, il devrait y avoir une perte de 65 réacteurs sur Terre en 5 ans, quoi. On est bientôt en 2025, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de réacteurs qui vont fermer bientôt, là, enfin, dans toutes les années qui viennent, et que ça a déjà commencé, plus par la suite. Donc vous voyez que cette industrie va perdre énormément de réacteurs, malgré un certain nombre qui sont construits, en particulier en Chine, on va voir. Hein. Alors, vous avez peut-être entendu dire que récemment, on nous a dit que des réacteurs arrêtés vont être redémarrés. C'est un espoir de redémarrage pour l'industrie nucléaire. Alors, il y avait un projet, la centrale nucléaire de Palisades, dans le Michigan, et donc une société a dit on va le redémarrer, et en fait, il y a eu des expertises qui ont montré qu'elle était arrêtée depuis 2022, donc il n'y a pas très longtemps, hein, plus de 2 ans à peine. Hein. Et en fait, il y a une corrosion terrible, et donc le projet va être abandonné, ça ne redémarrera pas. Et puis, vous avez peut-être entendu dire que Microsoft, pour les consommations délirantes de l'intelligence artificielle, eh bien, les géants du nucléaire, de la tech, veulent racheter des réacteurs nucléaires. Et donc, Microsoft voudrait racheter un réacteur de Three Mile Island. Alors, les journalistes mélangent tout parce que la centrale nucléaire accidentée va revivre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un accident c'est une centrale où il y a 2 réacteurs. Il y a eu un accident très grave sur le réacteur numéro 1 en 1979. Il n'a jamais redémarré, mais à côté, il y en a un autre qui a fonctionné jusqu'en 40 ans de plus, jusqu'en 2019. Donc il a arrêté depuis 5 ans, et c'est celui-là que Microsoft veut racheter et faire redémarrer. Mais quand on voit ce qui s'est passé à celui de Palisades, bon, on n'a pas de données pour le moment sur ce qu'ils vont faire, mais même avec l'argent de Microsoft, ça serait très étonnant qu'ils arrivent à remettre en état ce réacteur et à le redémarrer. En Belgique, il y avait aussi un réacteur qui était arrêté, qui voulait redémarrer. Ils se sont aperçus que le béton de l'enceinte de confinement était très gravement endommagé. Hein. Ça, c'est un article tout récent, hein, de 30 septembre 2024. Hein. Donc vous voyez que globalement, de toute façon, l'état du parc nucléaire mondial est dans un délabrement assez avancé. Ça, c'est un document que j'ai trouvé sur le site d'une association pour le nucléaire qui s'appelle Sauvons le climat
Alors quand vous voyez des gens qui disent « sauvons le climat », la plupart du temps, il faut traduire « sauvons le nucléaire ». Et donc, ils ont répertorié tout un tas de réacteurs qui ont fermé ces dernières années, donc évidemment pour s'en désespérer. 26 réacteurs fermés dans le monde entre 2019 et 2022, donc ils font tout le point Europe, États-Unis, Asie, Europe, États-Unis, ça c'était déjà fermé, et ça c'était en cours de fermeture, donc ça fait plus de 26 réacteurs qui ont fermé récemment. Donc vous voyez, quand je vous dis que ça baisse, c'est la réalité, même les gens du nucléaire s'en désespèrent. Donc on a beaucoup de fermetures de réacteurs qui ont déjà commencé et qui vont venir dans les années qui viennent, mais en échange, si on peut dire, peu de nouveaux réacteurs. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc le camp d'en face, on va dire, il y a à peu près actuellement 62 réacteurs en construction sur Terre. Alors, du point de vue antinucléaire, c'est 62 mauvaises nouvelles, hein, ça rend triste, mais en réalité, sur le plan macroéconomique, c'est dérisoire. Un réacteur nucléaire, il faut 10-15 ans pour le mettre en service. Hein. Vous voyez le PR de Flamanville. Vous avez vu que les réacteurs ferment les uns après les autres, ça tombe comme des mouches. Et pendant ce temps, vous avez 62 réacteurs, dont certains entreront en service dans 10 ou 15 ans. Donc on voit que ce n'est pas ça qui va empêcher la baisse. Voici l'état de la relance du nucléaire. Ça, c'est la Chine. Voilà. Donc si vous enlevez la Chine, il ne reste pratiquement plus rien. Il reste que quelques réacteurs, voilà, il y en a un en France, le PR, c'est vraiment dérisoire, quoi. Donc on nous dit d'ailleurs, regardez, la Chine, des moyens gigantesques, des délais fulgurants. La Chine dope son programme nucléaire, c'est les Échos, journal totalement pro-nucléaire, qui dit, voilà, vous voyez bien que c'est formidable le nucléaire, ce développement inouï. Mais en fait, en réalité, la réalité, c'est le développement exceptionnel des renouvelables en Chine. Alors, je n'entre pas ici dans la discussion de c'est bien, c'est mal. C'est évident que les énergies renouvelables aussi peuvent avoir des aspects négatifs, quand des sociétés qui sont parfois d'ailleurs celles du nucléaire, EDF ou Total ou des gens comme ça, viennent poser un parc éolien sans aucune consultation avec la population en France ou dans d'autres pays, hein. C'est évidemment tout à fait regrettable et anormal. Donc, mais là, je ne rentre pas dans parce que là, c'est une autre discussion. Voilà. Là, il s'agit de regarder la marche des énergies sur la planète. Donc en fait, on a un boom tout à fait incroyable des renouvelables en Chine. On nous dit, regardez la Chine, le pays du nucléaire. Le nucléaire, c'est 4,7% de l'électricité chinoise. Les renouvelables, 32%. Et à nouveau, c'est une part exponentielle, hein. Vous voyez, hydroélectricité 14%, éolien 8%, solaire, même le solaire qui est maintenant en augmentation exceptionnelle, il a déjà dépassé à lui tout seul le nucléaire. Donc quand on essaie de nous faire croire que grâce à la Chine, le nucléaire va prendre sa revanche, c'est complètement faux. Voici même l'Agence internationale de l'énergie atomique qui fait ça, c'est la part du nucléaire dans l'électricité chinoise. Donc eux, ils l'annonçaient en 2022 à 5% et en 2023 à 4,9%. Donc même l'Agence internationale de l'énergie atomique reconnaît que la part du nucléaire dans l'électricité chinoise est très faible et qu'elle diminue, hein, passer de 5 à 4,9 et ça continue. Alors, la France, c'est bien entendu, vous voyez ce pays jonché de réacteurs nucléaires, certains en service, d'autres arrêtés depuis longtemps et pas démantelés. Vous vous rappelez, en 2022, on a eu la fameuse crise de la corrosion sous contrainte, tout un tas de circuits de sûreté sur les réacteurs censés intervenir en situation accidentelle, dont on s'est rendu compte qu'ils étaient corrodés avec des fissures et qu'ils avaient de forts risques de ne pas fonctionner en situation accidentelle. Donc ça, c'est très embêtant. On a eu jusqu'à 32 réacteurs arrêtés sur 56. Ça a été une crise terrible. Et au même moment, on avait le lancement de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie,
avec en particulier des bombardements autour de la centrale de Zaporizhzhia. Et à ce moment-là, rappelez-vous, le prix de l'électricité s'est absolument envolé. Et normalement, l'industrie nucléaire, et ils ont énormément de regrets parce qu'ils disaient cette crise aurait dû être le moment de gloire du nucléaire français. Ils auraient pu dire, regardez, grâce au nucléaire, nous avons toujours de l'électricité. On va sauver le reste de l'Europe. Et on avait 32 réacteurs arrêtés. Et c'est grâce à nos voisins qui ont très gentiment bien voulu nous vendre beaucoup d'électricité. Alors on l'a payé bien sûr, mais en particulier les Allemands. Alors ça, c'est quand même important à savoir. C'est vrai que les Allemands, on sait qu'ils sont très méchants, ils nous ont envahis plein de fois, mais quand même, ils nous envoient beaucoup d'électricité, en particulier tous les hivers. Vous savez que la France a énormément de chauffage électrique et même quand les réacteurs nucléaires fonctionnent, nous importons massivement tous les hivers pour alimenter nos chauffages électriques et en particulier depuis l'Allemagne. Et alors ça a été encore plus le cas pendant la fameuse crise là, de la corrosion sous contrainte. Alors on dit les Allemands, ils sont très méchants, ils ont des centrales au charbon, alors beaucoup moins, ça diminue. Ils ont arrêté le nucléaire et ils continuent à développer de manière très importante les renouvelables. Ils nous envoient beaucoup d'électricité, mais aussi la péninsule ibérique, là, Espagne et Portugal, qui a eu un développement remarquable des renouvelables et qui exporte maintenant énormément vers la France et à des tarifs très très bas. C'est ça qu'il faut bien savoir, c'est que désormais les renouvelables produisent beaucoup et à des tarifs très bas, beaucoup plus bas que le nucléaire. Et c'est un processus qui est irréversible. Le tarif espagnol était bas parce qu'ils étaient sortis du système du marché européen. Alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est à cause du marché européen que la France ne peut pas profiter de son nucléaire, mais si on sort du marché européen, l'hiver, on n'a plus d'électricité, puisqu'on a tous les chauffages électriques qui démarrent, et nous on importe tous les hivers massivement, même quand le réacteur nucléaire fonctionne. Donc si on se déconnecte du système européen, ben, ça ne marche pas. Voilà. On en reparlera. Voilà. Alors voilà, je passe. Alors, du coup, faut-il construire des EPR pour relancer le nucléaire, produire de l'électricité, comme annoncé? Alors, le fameux EPR de Flamanville, dans la Manche, qui devait entrer en fonction en 2012, vient juste de démarrer, je vous ai dit, à 0,2%. Il a fallu l'arrêter 2 fois déjà, et ils essaient de maintenir à 0,2, puis essayer de monter après en puissance. On va voir. Et donc, en 2020... déjà, la Cour des comptes évaluait son coût à 19 milliards au lieu des 3 annoncés au départ. C'était en 2020, il vient juste de démarrer, donc le coût, il doit être déjà à 20, 22, 23 milliards, peut-être 25 au final, c'est-à-dire des sommes absolument, mais au-delà de colossales, hein, pour un réacteur qui devait coûter 3 milliards. Depuis, nous avons mis en chantier 2 EPR en Angleterre, à Hinkley Point. Alors là, l'industrie nucléaire dit, vous voyez bien que notre EPR est excellent, puisque même les Anglais nous en ont acheté 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que EDF a d'abord acheté l'EDF britannique, British Energy, à très grands frais, avec notre argent, juste avant la crise financière de 2008. Et juste après, les cours se sont effondrés, mais nous, on l'a acheté au plus cher. Et donc, une fois que nous, la France, les Français, nous avons racheté l'EDF britannique, eh bien, le British Energy, devenu EDF Energy depuis, eh bien EDF Grande-Bretagne a commandé à EDF France 2 EPR. Et après on dit, regardez, les Anglais nous ont acheté 2 EPR. Donc c'est vraiment de la blague. En tout cas, ce qui se passe, c'est que la situation est catastrophique. Merci, changement de glace. Donc glace est en train de suivre le même parcours que l'EPR de Flamanville, des délais catastrophique. Alors il faut savoir que le contrat qui a été signé entre EDF et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, était extrêmement favorable à EDF, à condition que les délais soient tenus. Et très 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 défavorable à EDF, donc à nous, hein, s'il y avait du retard. Et les retards sont en train d'exploser de façon dramatique. Donc nous allons payer très 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 cher. Déjà, j'en ai pas encore parlé, mais on avait bradé... Anne Lauvergeon avait bradé un EPR à la Finlande en 2005 et qui nous coûte très très cher. L'EPR de Flamanville nous coûte très très cher et ça va nous coûter encore des sommes astronomiques. Donc regardez déjà, EDF annonce un nouveau surcoût de 7 à 9 milliards d'euros pour les 2 EPR d'Hinkley Point. C'était un article de janvier dernier.
Et les futurs EPR, appelés EPR2, pour faire croire qu'il y a une belle évolution, eh bien, alors qu'ils n'existent toujours pas, ils n'existent que dans les dossiers, eh bien, vous voyez déjà que leur facture augmente de 30%, avant même que le chantier soit commencé. Ça date du 4 mars. Et en plus, on sait déjà que les EPR2 garderont des tares de l'EPR dont ils n'ont pas pu trouver les causes, par exemple des vibrations très importantes qui peuvent mettre en défaut des systèmes de refroidissement. Et ils n'ont pas trouvé, donc on sait que ça se retrouvera sur les EPR2 s'ils les construisent. Récemment, on a eu des pays européens qui ont lancé des appels d'offres parce que eux aussi, leurs dirigeants croient aussi aux sirènes de nucléaire qui va régler tous les problèmes. Et donc la Pologne a lancé un appel d'offres et ils ont pris le réacteur américain de Westinghouse, de la P1000, et non pas l'EPR d'EDF. Franchement, faire des réacteurs nucléaires, c'est une mauvaise idée, mais alors les commander à EDF, c'est encore pire. Donc ils ont quand même eu raison de prendre la P1000 américaine, même si celui-là, il a eu aussi énormément de retard et énormément de surcoûts dans le seul chantier qui a été mené à terme. Rappelez-vous le grand retour du nucléaire. Il devait y avoir beaucoup de réacteurs aux États-Unis, de nouveaux réacteurs construits. EDF et Areva, avec notre argent, avaient même construit des usines aux États-Unis pour fabriquer les composants pour ces nouveaux réacteurs qui n'ont jamais vu le jour. Et donc finalement, les Américains ont lancé les chantiers de 4 réacteurs, 2 qui ont été arrêtés en milieu, en Géorgie, et en Caroline du Sud, il y en a 2 qui ont finalement été terminés depuis peu de temps et qui ont coûté les yeux de la tête. Mais c'est celui-là que, voilà, c'est peut-être un peu moins pire que le français. En tout cas, désastre pour EDF. Les Tchèques viennent de lancer un appel d'offres aussi, et donc ils ont choisi carrément, eux, le réacteur coréen, et pas le PR français. Alors l'EDF, comme les Tchèques voulaient un réacteur d'à peu près 1000-1200 MW de puissance, EDF a dit, bon, on propose le PR 1200 pour 1200 MW, qui n'existe nulle part. On a l'EPR 1650, celui de Flamanville. Les EPR2, c'est la même puissance. Et ils ont dit, on va en faire... il ne suffit pas de faire en plus petit, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc ils ont proposé un réacteur qui n'existe pas. Et donc évidemment, les Coréens, les Tchèques, ils ont pris ce qui existait, c'est-à-dire le réacteur coréen. C'est une mauvaise idée de faire des réacteurs nucléaires, mais c'est moins pire de ne pas prendre celui d'EDF. Alors finalement, la question fondamentale, je vous ai souvent parlé, c'est le chéquier. Regardez le monsieur là qui jette plein de billets partout. Qui veut mettre de l'argent dans le nucléaire? Rappelez-vous, il faut passer de la parole aux actes, même en 2009 avec l'Auvergeon. Les Anglais qui ne sont pas découragés par les retards astronomiques du chantier d'Hinkley Point, parce que c'est vrai que c'est EDF qui va payer les surcoûts, ils veulent en faire un autre. Alors ils ont demandé à Nest, c'est l'organisme des retraites de la fonction publique de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, ils ont demandé à Nest de mettre l'argent des retraites dans le nucléaire. Et Nest a dit non, hors de question. Les dirigeants de Nest, ils ont dit on va se faire découper en tranches, nos fonctionnaires retraités, ils n'auront plus rien après, hein, donc hors de question. Voilà. Et cette dépêche d'AFP que je vous ai montrée au début, l'agence France Presse qui depuis quelques années n'est plus que, au moins sur la question de l'énergie, du nucléaire, n'est plus qu'un relais de l'industrie de propagande de l'industrie nucléaire. Donc elle disait, un sommet à Bruxelles marque le retour en grâce du nucléaire. Regardez, c'était en mars 2024. Eh bien, c'est les Échos, pourtant totalement pro-nucléaire, mais qui a craché le morceau. C'est la même date, 21 mars 2024. Opération de charme autour du nucléaire à Bruxelles. Enquête de financement. En fait, c'était un rassemblement, il y avait beaucoup de dirigeants, vous voyez, il y a Macron et tout ça. C'est un rassemblement de mendiants. Alors des mendiants, attention, hein, avec cravate, des gens qui gagnent bien leur vie, très très bien. Mais ce sont des mendiants pour le nucléaire. Ils cherchent de l'argent. Regardez encore, 7 avril 2024, la France veut que la Suisse participe au financement de ces nouvelles centrales nucléaires. Parce que les Suisses qui sont malins, quand par exemple la nuit où la consommation est faible, les cours de l'électricité sont très bas, alors ils importent beaucoup d'électricité française nucléaire,
la nuit, et ça leur coûte presque rien. Ils s'en servent pour remonter de l'eau dans des stations de pompage, et en journée, après, ils font couler l'eau, ça fait de l'électricité renouvelable, hydroélectricité, et ils la revendent très cher à la France. Mais oui, c'est comme ça. Et alors, du coup, Macron a dit à la Suisse, vous devez mettre de l'argent dans nos nouveaux EPR. Les Suisses, ils ont dit, mais pas du tout, hors de question. 13 février, la Grande-Bretagne doit payer plus pour les EPR d'Hinkley Point, dit la France, c'est Bruno Le Maire. Pareil, il demande à la Suisse, aux Anglais, à tout le monde de vouloir mettre de l'argent dans le nucléaire français, ce que, évidemment, tous les autres pays refusent totalement. Voilà. Et vous avez les réticences de la Banque européenne d'investissement à financer le nucléaire. On a vu que Macron a beaucoup manœuvré à Bruxelles pour faire passer le nucléaire dans les énergies propres, mais au final, ça ne fait absolument pas de l'argent frais qui arrive. Et d'ailleurs, notre amie Géraldine Wessner, la journaliste du Point, qui est fanatique du nucléaire, c'est un article du 18 septembre dernier, donc tout récent, hein. Europe du nucléaire, en arrière toute, elle se désespère parce que les portefeuilles de la transition écologique et de l'énergie ont été attribués à deux personnes qu'elle considère comme deux anti-nucléaires notoires. C'est simplement des gens qui font bien leur boulot et qui font en sorte que le financement des plans d'économie d'énergie et de développement des renouvelables soit mis en œuvre. En tout cas, les manœuvres de Macron à Bruxelles n'aboutissent à rien, malgré ce qu'on nous avait dit, que ça y est, le nucléaire c'était propre. Voilà. Bruno Le Maire a manœuvré lui aussi pour faire un accord entre EDF et l'État pour les financements du prix de l'électricité. En gros, il s'agissait de nous faire payer beaucoup plus cher pour que EDF puisse accumuler de l'argent et payer ses nouveaux réacteurs nucléaires. Mais pour ça, il fallait que tout un tas d'entreprises se signalent et participent à ce processus qui était mis en œuvre. Et là, les Échos dit des négociations décevantes entre EDF et les grands industriels. Ben, il y a zéro contrat en fait. Donc ça ne marche pas du tout. Et en fait, la réalité, c'est que les entreprises ne veulent surtout pas signer pour de l'électricité nucléaire qui est très chère, qui leur sera vendue pendant des années, parce qu'ils constatent tous que sur les marchés européens, il y a de plus en plus maintenant, pratiquement tout le temps, des quantités énormes d'électricité renouvelable à des tarifs très très bas, à tel point qu'ils sont parfois négatifs. C'est-à-dire que des clients peuvent être payés pour prendre le nucléaire, pour prendre l'électricité, tellement il y a de production à certains moments. Ça, c'est parce que, regardez, la capacité mondiale de production des renouvelables augmente de manière exponentielle. Quand je vous le dis, c'est pas faux, hein. C'est l'usine Nouvelle, un magazine totalement pour le nucléaire. Donc, la capacité de production a augmenté de 50% en un an. C'est-à-dire, quand je vous dis que c'est exponentiel, et ça dépasse totalement la production du nucléaire. Rappelez-vous, le nucléaire, c'est 9% de la production mondiale d'électricité. Les renouvelables, on est presque à 35, 4 fois plus. Hein. Voici la tête. En vert, c'est solaire plus éolien. Il y a beaucoup d'autres énergies renouvelables, dont l'hydroélectricité, qui est beaucoup plus forte que le nucléaire. Voici la tête, alors c'est 2022, donc là, 23, 24, on doit être là. Hein. Donc vous voyez que ça, c'est la production du nucléaire, qui est à peu près stable depuis 20 ans. C'est sa part qui diminue. La production, elle végète, quoi. Et la part du nucléaire, évidemment, diminue, puisque vous voyez que les autres augmentent de manière exponentielle. Voilà. Le Figaro Économie, donc à nouveau le camp d'en face, en 2030, la moitié de l'électricité mondiale proviendra des renouvelables. 2030, c'est demain matin. Donc quand on entend encore les gens du nucléaire dire « Oh, les renouvelables, c'est une production très faible, variable, à des tarifs très élevés », c'est complètement faux. Plus de la moitié de l'électricité mondiale, dans quelques mois à peine, sera renouvelable. Et le monde peut tripler ses capacités d'ici à 2030, vous voyez, hein, parce que pour le moment, la trajectoire, c'est que ça va être multiplié par 2,7 et ça pourrait être multiplié par 3 si les pays riches voulaient bien consentir à aider un petit peu les pays du Sud. Mais de toute façon, c'est une augmentation phénoménale des renouvelables, partout sur Terre. Et le prix, par contre, vous voyez le prix du solaire là, depuis 2009,
il est passé, s'approche de zéro. L'éolien, là, qui était là, descend. Et le nucléaire, lui, voit son prix augmenter parce que les nouveaux réacteurs produisent une électricité très très chère et les vieux réacteurs, il faut les rénover avec des coûts très 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 importants qui font que même l'électricité des vieux réacteurs qui était censée être pas chère parce que les réacteurs étaient amortis, eh bien même cette électricité est de plus en plus chère. Alors, vous ne le voyez peut-être pas sur vos factures d'électricité, mais en France, les prix de l'électricité plongent totalement. Alors sur les gros marchés, évidemment, ça va finir peu à peu par arriver sur nos factures. Vous avez vu que normalement le prix de l'électricité elle-même va baisser. Et le gouvernement Barnier en profite, lui, pour compenser par l'augmentation de toutes les taxes qui vont avec, de ce qui fait qu'il va nous laisser un tout petit peu de baisse pour pouvoir dire, regardez, ça a baissé. Mais au lieu de baisser de 10%, ça va baisser de 1%, par exemple. Mais tout ça parce que les prix de gros baissent, tout simplement parce que, comme je vous disais, sont sur le marché européen, c'est la même chose sur les autres continents, mais des quantités de plus en plus astronomiques d'électricité renouvelable à tarifs dérisoires. Et vous voyez, des fois, vous avez des prix négatifs de l'électricité et EDF est obligé d'arrêter des réacteurs nucléaires parce que les productions renouvelables sont massives et à des tarifs très bas. Et le nucléaire, lui, est trop cher. Voilà, idem, regardez au Royaume-Uni, le boom des renouvelables fait plonger le prix de l'électricité au Royaume-Uni. C'est un phénomène qui est mondial et qui est irréversible. Et le coup de grâce, on arrive à la fin. Regardez par exemple une courbe de production d'électricité. C'est chaque type de production, et là, en fonction de la journée. Hein. Donc là, c'est à minuit, et minuit aussi, évidemment, l'autre minuit. Et vous voyez cette grosse boule jaune au milieu, c'est le solaire. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce genre de courbe qui va exister partout sur Terre, parce que le solaire a un déploiement gigantesque. C'est-à-dire qu'en journée, alors évidemment pas la nuit, de minuit à 7 h du matin et de 21 h ou 20 h à minuit, il n'y a plus de soleil, donc il n'y a plus de solaire. Mais là, vous avez une production massive à tel point que ça donne maintenant des courbes comme ça. Ça, c'est la consommation, non, la production d'électricité de la Californie un jour ordinaire. Hein, c'est en avril, hein, c'est pas au cœur de l'été parce que, évidemment, le soleil brille plus. Donc en avril, vous voyez, ça, c'est le solaire. Ça, c'est les 100% des besoins de la Californie. La Californie avec Los Angeles, San Francisco, San José, San Diego, la capitale de la Californie. Sacramento, très bien. Eh bien, tout ça, vous voyez, alors ça, ce sont que les renouvelables. Hein. Le vert, c'est l'hydroélectricité, etc. Eh bien, donc là, de 9 h du matin jusqu'à 18 h, vous avez 100% des besoins de la Californie qui sont couverts par les renouvelables et en particulier par le solaire. Et vous avez même tout ça qui peut être exporté chez les États voisins. Et vous voyez que pour la nuit, les renouvelables sont aux alentours de 50% des besoins. Il y a beaucoup moins de besoins la nuit, de toute façon, parce que beaucoup de gens dorment. Hein. Voilà. Et vous voyez que tout ça est en train de grossir de manière importante. Et le solaire, bientôt, ce sera des montagnes comme ça, quoi. Et ça veut dire aussi que alors plus c'est important évidemment, plus les tarifs sont bas. Ça veut dire que la production nucléaire est condamnée pour des raisons financières. Si vous avez des réacteurs nucléaires, alors ils peuvent peut-être tirer encore leur épingle du jeu la nuit, mais en journée, personne ne va vouloir de l'électricité nucléaire qui est ruineuse. Parce que vous allez avoir accès, enfin tous les grandes entreprises, les pays, etc., on va avoir accès à des quantités faramineuses d'électricité renouvelable à des tarifs dérisoires. Il n'y a pas de réacteur intermittent. Non, alors évidemment, on pourrait arrêter les réacteurs la journée et les faire fonctionner que la nuit. Et là, vous ruinez les propriétaires des réacteurs en 2 mois. Voilà. Et en plus, ils sont bousillés, effectivement. Donc, ça veut dire que ce développement incontestable, réel et irréversible et à continuité exponentielle condamne totalement l'avenir du nucléaire. Résultat, EDF est poussé vers la faillite et on a déjà 60 milliards de déficit. Et donc, les investissements qui sont annoncés dans les nouveaux réacteurs nucléaires
vous avez vu que le PR de Flamanville va être estimé à 22, 23, 24 milliards. Enfin, c'est des sommes absolument astronomiques, vont être mis dans des, si on n'arrive pas à les empêcher, dans des chantiers donc, qui doivent commencer en premier à Panly, en Seine-Maritime, pour des réacteurs qui vont être terminés dans... Ils disent 2035, c'est impossible, mais 2040, bon... Imaginez, vous avez vu l'évolution des renouvelables, imaginez dans 2040, donc c'est dans 15 ans, quelle sera la situation au moment où, s'ils arrivent, si EDF arrive à terminer le premier de ces réacteurs, au moment où il va être terminé, mettons qu'il commence à produire de l'électricité, il va produire une électricité dont personne ne voudra. Donc ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a un gouvernement qui veut, et le précédent c'était pareil, il faudra voir les suivants, qui veut investir notre argent de manière massive dans des technologies qui sont condamnées et qui ne serviront à rien. Donc, au-delà des questions bien connues de risque de catastrophe nucléaire, de déchets radioactifs, notre problème en tant que citoyen, c'est aussi tout notre argent qui est tellement important pour, alors évidemment, dans l'énergie, pour les économies d'énergie et les renouvelables, mais aussi pour l'éducation, la santé, la culture, l'école, etc. On a besoin de cet argent et il ne faut surtout pas, évidemment, le gaspiller, laisser le gouvernement et EDF gaspiller des dizaines, voire des centaines de milliards dans une technologie de réacteur qui n'a strictement aucun avenir et qui va être balayée sur la planète. Voilà, donc il faut se retrousser les manches, vous voyez, les miennes le sont déjà. Et voilà, et donc du coup, c'est la fin et je vous remercie. Des questions à poser, c'est maintenant. Vous avez donné des chiffres au niveau mondial, mais quelle est la part du nucléaire dans la production? Pardon. Vous avez donné des chiffres au niveau mondial sur la production d'électricité par nucléaire. Quels sont ces chiffres pour la France? La France du nucléaire. Alors, pendant longtemps, on nous a dit que l'électricité française, c'était le nucléaire, c'était pratiquement 80% de l'électricité française, ce qui a été le cas dans les années 80-90. Là, ça a pas mal baissé, donc pour le moment, on a le nucléaire qui est à peu près à 65%, les 2 tiers de la production d'électricité française. Mais il faut toujours se rappeler que l'électricité, ce n'est qu'à peu près 20% du problème. C'est-à-dire que même à son sommet, quand le nucléaire faisait 80% de notre électricité, ça faisait que 17% de notre consommation d'énergie. Et c'est bien pour ça que, de tout temps, quand il y a eu des crises du pétrole ou du gaz, la France a été frappée comme les autres pays. Alors c'est assez extraordinaire parce qu'on a des gens qui passent à la télé qui nous disent « grâce au nucléaire, on a notre indépendance énergétique » et qui peuvent dire ça au moment même où la France est frappée de plein fouet par des envols des prix du pétrole et du gaz. Donc, le nucléaire, finalement, même poussé à son maximum comme en France, ne couvre qu'une petite partie de la consommation d'énergie, ce qui prouve bien qu'il faut d'abord travailler sur les économies, parce qu'on a des gaspillages énormes, donc ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer beaucoup moins pour le même besoin, et puis aussi, ce qu'il faudrait, c'est éliminer les besoins inutiles. Malheureusement, on n'est pas du tout dans cette voie, puisqu'on est dans une société avec le développement phénoménal, malheureusement, faut-il penser, de la tech, de l'intelligence artificielle, des Google, Facebook et compagnie, qui fait que la consommation s'envole. Et voilà. Mais effectivement, il faut toujours ramener le nucléaire à sa part dans l'énergie consommée d'un pays, et c'est là qu'on voit que même poussé à son maximum, le nucléaire n'a jamais pu apporter d'indépendance énergétique à la France. Je ne rentre même pas dans la question d'où vient l'uranium, parce que si on considère que le combustible est importé à 100%, à ce moment-là, c'est 0% d'indépendance énergétique. Voilà. Et la part du renouvelable alors en France? Oui, alors on commence là. Toi, et toi, d'accord. Oui, la part du renouvelable en France, c'est une très bonne
parce que je n'ai pas les chiffres tout à fait en tête. En tout cas, elle est relativement faible, hein, puisque, à nouveau, hein, pétrole, gaz, charbon, c'est 80% de la consommation d'énergie dans le monde. C'est à peu près la même chose partout sur Terre. Donc en France, c'est moins, puisqu'on a la part du nucléaire. Mais donc pétrole, gaz, charbon, ça doit être les 3/4 de la consommation, non, les 2/3, 65-66% de la consommation d'énergie en France. Et donc, vous devez avoir 10-15% de l'énergie consommée en France qui sont des renouvelables à peu près. Après, à commencer par l'hydroélectricité, qui est la première source de renouvelables. Et l'éolien et même le solaire en France sont très peu développés, tout simplement parce qu'on continue l'État continue à protéger le nucléaire et à ne pas développer ou développer le moins possible les renouvelables. 10-15% de renouvelables par rapport à 17% que vous avez énoncé pour l'énergie nucléaire. Oui, à peu près, oui, voilà. On est pas loin. Oui, on n'est pas loin, mais ça doit être un peu moins, les renouvelables doivent être 13-15, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Mais toujours ne pas oublier que pétrole, gaz, charbon, on entend à la télé dire c'est la société post-carbone, c'est terminé le pétrole, le gaz et le charbon, oubliez tout ça. C'est 80% de notre consommation d'énergie. Je ne dis pas ça pour défendre le pétrole, le gaz et le charbon. Je dis ça pour dire la réalité dans laquelle on vit. Tu peux aussi. La fin du cycle, où est-ce qu'on en est au Niger et où est-ce qu'on en est à Bure? Alors, au Niger, la France a été expulsée à grands coups de pied aux fesses. Alors, ça serait réconfortant si c'était pour se dire que les Africains accèdent à leur autonomie et leur indépendance politique. Le problème, c'est que c'est les Russes qui prennent la place. Donc, c'est pas... Voilà. Mais en tout cas, après avoir pillé le Niger pendant des décennies, pillé l'uranium en particulier, tout en contaminant le pays, la France n'y est plus, mais... Rassurons-nous, la France nucléaire a trouvé de nouveaux petits copains, en particulier les dictateurs d'Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan. Aussi maintenant, il y a des projets en Mongolie pour saccager l'environnement avec des belles mines d'uranium pour alimenter nos réacteurs nucléaires. Et Bure, c'est le projet d'enfouissement des déchets. Alors on dit enfouir les déchets radioactifs, mais il y a des dizaines de types de déchets radioactifs, durée de vie plus ou moins longue, radioactivité plus ou moins importante. Là, au départ, il s'agit vraiment des plus dangereux, les plus radioactifs, ceux qui sortent des cœurs des réacteurs nucléaires. Et donc, il s'agirait de les enfouir bien profond, de refermer et de dire, ça y est, c'est réglé. Et il faudrait une soirée entière, voire plus, pour développer cette question. C'est un projet avec des risques phénoménaux parce que ces déchets mis sous terre dégagent de l'hydrogène. Et ça peut causer à la moindre étincelle des explosions absolument pharaoniques, gigantesques, dramatiques. Alors, il est prévu que pendant les 100 ans de fonctionnement du site, c'est-à-dire de remplissage du site avec il y avait même une société de remontée mécanique dans les Alpes qui a été un petit peu secouée là, par des militants parce qu'ils participent à ça. Donc il y a des systèmes qui vont être mis en place pour descendre les colis, ce qu'ils appellent les colis, c'est-à-dire les déchets radioactifs. Et ça va fonctionner pendant à peu près 100 ans. Si on regarde 100 ans en arrière, on a eu plusieurs guerres mondiales, mais ils disent que tout va se passer bien et il faudra des machineries gigantesques qui fonctionneront en permanence en surface pour extraire l'hydrogène au fur et à mesure pour pas qu'il y ait ces fameuses explosions. Mais si il y a des attentats, des guerres, des ouragans et qui mettent à mal ces installations et que nos enfants, nos petits-enfants auront peut-être d'autres problèmes, peut-être des guerres, je ne sais pas, ou plus d'argent puisqu'on leur a laissé que des dettes, eh bien, cette production d'hydrogène va continuer de façon irréversible et peut amener à des désastres absolument inimaginables. Une question de la rénovation du parc nucléaire, c'est-à-dire l'allongement de la durée de vie des différents réacteurs, ce qu'on a appelé, je crois, le grand carénage. Ça en est où? Quelle est la proportion de réacteurs qui ont été rénovés? À quel coût? Est-ce qu'on peut avoir des ordres de grandeur de tout ça? Le
question parce que ça va m'obliger à réviser parce que je n'ai pas les chiffres. Mais je pense qu'EDF a dû déjà rénover peut-être une quinzaine de réacteurs anciens sur les 56 encore en service. Et c'est un processus qui continue, qui consiste à faire des travaux très très importants et extrêmement coûteux pour pouvoir prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires actuels, puisque EDF, ils sont incompétents, on voit sur la construction, mais ils se rendent bien compte qu'ils sont incapables de faire de nouveaux réacteurs. Et donc, la seule solution de survie de cette industrie, c'est de prolonger, on va dire même indéfiniment, l'existant, c'est-à-dire de rénover les réacteurs, mais ça coûte des sommes absolument astronomiques, auxquelles il faut ajouter les mesures post-Fukushima, puisque les autorités de sûreté des différents pays et donc de la France ont constaté que s'est produit à Fukushima ce qui ne pouvait pas se produire. Pourtant, tous les calculs étaient faits, ça ne pouvait pas arriver, mais c'est arrivé. Et donc, il y a des mesures post-Fukushima, en particulier, par exemple, des moteurs de secours qui sont mis en hauteur sur construisent des gros blocs en béton pour mettre des moteurs diesel en hauteur, parce que s'il y a submersion, ils ne seront pas inondés, contrairement à ce qui s'est passé au Blayais en 99, par exemple. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, ces moteurs, quand ils font les essais, ils ne démarrent pas ou ils prennent feu. C'est les moteurs de secours. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que l'autorité de sûreté nucléaire a donné à EDF jusqu'en 2036 pour terminer les mesures post-Fukushima, c'est-à-dire 25 ans après le début de la catastrophe. C'est la vitesse de la sûreté nucléaire, et à condition évidemment qu'ils arrivent à faire démarrer les moteurs en situation accidentelle. Il faut savoir que ce n'est pas juste, vous avez une situation accidentelle, hop, on appuie sur le bouton rouge et le moteur diesel démarre. C'est beaucoup plus, immensément plus compliqué que ça. Il faut pratiquement une demi-journée, il faut purger tout un tas de circuits. Et il faut imaginer que ces opérations doivent être faites dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, par exemple au cœur d'un ouragan. Donc, et puis si en plus les moteurs diesel prennent feu, voilà. Donc en tout cas, ce processus de grand carénage, de rénovation des réacteurs est commencé, mais il en reste encore plusieurs dizaines à faire. Et à nouveau, il y a une équation financière qui est catastrophique pour EDF, puisqu'il y a 60 milliards de déficit, il y a les EPR qui coûtent des sommes astronomiques à Flamanville toujours, et en Grande-Bretagne, en Angleterre, à Hinkley Point, plus de financer ces rénovations et éventuellement lancer des chantiers de nouveaux réacteurs à Penly. On se demande bien comment, financièrement, c'est tout à fait impossible, quoi. Merci Stéphane pour cette endurance et ce niveau d'expertise. C'est toujours un plaisir de venir et d'apprendre des choses. J'ai deux petites questions. Une sur Fukushima. Nous avons vu ici, je crois, au cinéma du Grand Club, un exposé par un journaliste japonais qui nous avait expliqué qu'après Fukushima, et qui le veuille ou non, puisque les centrales étaient HS, ils s'étaient débrouillés pour fonctionner avec beaucoup moins de nucléaire. Est-ce qu'ils sont revenus dessus ou est-ce qu'ils ont continué sur cette belle lancée? Ensuite, je crois savoir, finalement, ils s'étaient débrouillés pour autoriser le rejet, les rejets pollués de ces centrales dans l'océan. A-t-on pris les mesures? Savons-nous quelles sont les conséquences à l'heure actuelle? Ensuite, ma deuxième question qui concerne l'exposé de ce soir, je trouve que c'est plutôt des bonnes nouvelles, parce que le nucléaire est moins rentable, on se demande où ils vont pêcher l'argent pour le faire. On a vu, c'est très instructif, et Lambert qui a montré ce que ça représentait. Ok. Chaque moi, donc le renouvelable est en hausse. Notons quand même que le renouvelable n'est pas tout blanc non plus. Je pense à la quantité de pales usagées qui traînent partout dans la campagne allemande. Bon, entre autres, je pense aux éoliennes en mer, du fond de l'océan. Bon. Mais la question est le renouvelable en hausse, moins cher que le nucléaire. Mais attention, enfin, à ma connaissance, on est encore sous le capitalisme. Cette énergie produite qui nous est vendue, c'est un business. On nous veut tous en voiture électrique. Les besoins vont donc augmenter de manière gigantesque.
Comment va-t-on faire? Alors, au Japon, Le Japon, suite à Fukushima, a fonctionné pratiquement 2 ans avec 0% de nucléaire. Ils avaient 54 réacteurs nucléaires en service au moment de Fukushima, presque autant qu'en France. C'était 58, c'est passé à 56 avec la fermeture de 2 réacteurs à Fessenheim. Et donc, en quelques semaines ou mois à peine, ils ont fermé tous les réacteurs à cause évidemment du drame qui venait de se produire. Et donc, ils ont fonctionné 2 ans avec 0% de nucléaire. Japon, 130 millions d'habitants, un pays ultra développé. On nous disait vraiment on ne peut pas se passer du nucléaire, c'est impossible. Par exemple, en France, eh bien, il y a au Japon 2 fois plus d'habitants et ultra développé et ils ont fonctionné sans. Alors, avec pas mal de recours à des centrales thermiques, au gaz et au charbon, d'accord, mais ça, c'est à cause du nucléaire qui a montré sa défaillance. Depuis, évidemment, le pouvoir et les industriels sont revenus à la charge et ils ont réussi à obtenir l'autorisation de redémarrage de quelques réacteurs nucléaires au Japon. Je pense qu'on est à peu près une petite dizaine sur 54. Ils voudraient en redémarrer encore, mais ce n'est pas évident. Vous avez vu, quand on veut redémarrer des réacteurs, on s'aperçoit qu'ils sont dans des états déplorables. Il y a des réacteurs qui sont arrêtés dans la centrale de Kashiwazaki, au Japon, qui avait été arrêté avant Fukushima. Il y avait eu un tremblement de terre très important en 2008. Et donc, les réacteurs n'ont pas démarré depuis. Donc, il y en a, sur 7 réacteurs dans cette centrale, il y en a 4 qui sont arrêtés depuis 2008 et 3 qui sont arrêtés depuis 2011, depuis Fukushima. Et donc, l'entreprise japonaise TEPCO, qui est la propriétaire de Fukushima, veut relancer ces réacteurs qui sont arrêtés donc, depuis 16 ans et 13 ans. Ça me paraît très très compliqué, quoi. Mais en tout cas, voilà, le Japon a relancé un petit peu de nucléaire, une dizaine de réacteurs. Ça doit faire peut-être 10% ou 8% de leur électricité, c'est-à-dire 2% de leur consommation totale d'énergie. Et effectivement, il a fallu refroidir les réacteurs en fusion de Fukushima pendant des années, parce que la réaction nucléaire pouvait redémarrer et causer une nouvelle catastrophe. Et l'eau radioactive, donc, qui était au contact de ces réacteurs en fusion, était pompée au fur et à mesure et stockée dans des immenses cuves. Il y a des milliers d'immenses cuves dans le site de la centrale de Fukushima, remplies d'eau radioactive, et ils arrivaient au bout de leur capacité de stockage. Donc effectivement, ils ont produit une étude disant que c'était pas très dangereux et qu'on pouvait déverser ça dans l'océan Pacifique. Et donc, malgré les protestations de la Corée et d'autres, ils ont commencé ça. Et donc, ce processus doit durer, je crois, 30 ans. Pendant 30 ans, ils vont reverser de l'eau radioactive dans le Pacifique en disant, vous inquiétez pas, c'est pas très dangereux, quoi. Voilà. Et alors, l'autre question, c'était sur la consommation d'électricité. Alors, les voitures électriques, bon, j'ai mené des campagnes pour dénoncer. Alors, attention, je ne suis pas pour la voiture essence ou diesel, qui elle-même est une calamité environnementale, mais depuis très longtemps, j'avais lancé des campagnes pour dire qu'il est inadmissible de prétendre que la voiture électrique est propre, verte et écologique. Et j'ai même réussi à faire interdire l'utilisation de ces mots dans les publicités des voitures. Vous ne voyez plus de publicité où il y a marqué voiture électrique propre, verte, écolo. Et on a affaire à des gens malins en face qui ont des communicants et autres. Donc, quand vous voyez une publicité d'une voiture qui roule dans un beau paysage avec des arbres, de l'herbe et qui a marqué 100% électrique, tout le monde comprend que c'est propre et écologique. Voilà, donc les mots ne sont plus utilisés. Mais comme les gens, malgré tout ça, ce battage, n'achetaient pas de voitures électriques, on nous a pondu des lois disant que les voitures thermiques allaient être interdites et qu'il ne resterait plus que des voitures électriques. Comme ça, au moins, on allait forcément en acheter. Mais même comme ça ne marche pas. Il y a des très gros problèmes au niveau de l'industrie maintenant. Et je crois que c'est en 2035, la vente de voitures thermiques doit être interdite. Et tout le monde est en train de dire, mais ça ne sera pas possible, quoi. Alors à nouveau, je ne fais pas de la promotion. J'ai moi-même une voiture essence qui est polluante. Mais au moins, quand je la prends, je ne dis pas que je protège la nature. Et quand on prend une voiture électrique, on pollue autant, de façon en partie pareille et en partie différente, mais autant qu'avec une voiture thermique.
Et voilà, et donc bon, le problème à nouveau sur Terre, c'est que tout le monde sait qu'il faudrait consommer beaucoup moins, être raisonnable, faire le plus d'efforts possible pour ne pas consommer. Et tout le monde dit ça, et tout le monde fait le contraire. Je dis tout le monde, tous les pays du Sud, ils disent ben nous on est restés pauvres pendant des décennies, on a droit nous aussi au confort, aux consommations, comme vous les pays riches, etc. Et donc, il y a tout le temps des belles paroles et finalement, c'est l'inverse. Et n'ayez aucun doute, on ouvre en permanence sur Terre des gisements de pétrole, de gaz et de charbon. Malgré tout le discours sur la fin de la société du carbone, ça, c'est du pipeau. Vous avez vu que pétrole, gaz, charbon, c'est 80% de la consommation mondiale d'énergie et ça continue à être développé. Il y a les renouvelables qui tentent qui font quand même leur chemin, hein, mais on n'est pas sorti de l'auberge quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Désolé. Hein. Il y a un tour de... Alors j'essaie de gérer ça plus ou moins bien, mais là c'est à toi Carlos. Bonjour. Je garde de l'intervention quelques expressions là, qui font réfléchir. Effectivement, l'industrie de production électrique à base de nucléaire est une industrie de propagande, comme vous disiez, en voie d'extinction. Au fur et à mesure que passe le temps, visiblement, c'est de moins en moins rentable et de plus en plus coûteux. On voit que la part ne cesse de descendre, de diminuer, depuis son apogée dans les années 80 jusqu'à maintenant. Par contre, j'interviens aussi sur la base de l'argumentaire CGT. Je suis militant CGT et je ne suis pas Minénergie, donc je ne suis pas un spécialiste, mais je m'en réfère à leurs argumentaires. Il y a un seul moment où, dans l'exposé que vous avez fait, vous citiez effectivement le point de vue syndical, notamment celui de la CGT. C'était pour évoquer juste que la CGT était en accord avec le gouvernement concernant le nucléaire, sur la base de la citation que vous faisiez de Public Sénat sur le visuel présenté. Juste préciser que la CGT, au niveau Minénergie, est un des majeurs contradicteurs du discours capitaliste tenu par l'État, et c'est la structure qui, au niveau de la CGT, soutient l'essentiel de la contradiction à travers ses militants, non seulement pour la production de l'énergie, mais également sur tous les aspects socio-économiques qui ont lieu. Je rappelle notamment les grandes manifestations dans lesquelles on était tous embarqués concernant la réforme des retraites en 2023. Et pour rappeler aussi la base de l'argumentaire Minénergie concernant la production nucléaire, mais plus généralement d'énergie, qu'à partir de 1946, sur la base du programme du CNR, qui est issu de la coalition de syndicats, partis, etc., qui sortent du désastre organisé par l'État français et l'Alliance, la collaboration avec l'Allemagne et tout le reste. On sort en 1946 avec un modèle historique qui permet de créer un service public de l'énergie qui, comme tous les services publics actuellement, sont complètement laminés. Il y a eu l'exemple de la Poste, les cheminots, EDF, la fonction publique, les hôpitaux, tout. Alors, ça n'enlève aucune, des interrogations que vous avez soulevées concernant la production nucléaire. Et c'est vrai que j'ai regardé le document que vous citiez là concernant les sources que vous aviez utilisées. Donc, en 1973, au moment du choc pétrolier, au niveau de la production mondiale, il y avait 94% d'énergie qui était tirée du gaz, du pétrole et du charbon. Et actuellement, comme vous le rappeliez, on est passé à 80. Il y a eu un différentiel de 15% à peu près. Et ensuite, concernant, et je finirai là-dessus, concernant les tarifs de l'électricité, qui sont maintenant en dehors de la main de tout tarif régulé, donc la production électrique ou d'énergie, au moment de la vente, aux familles et aux particuliers, est 28% plus cher que le coût de production. Ça, c'est la mainmise du capital financier
sur la production d'énergie qui était régulée, et même s'il y avait plein de contradictions, ça obéissait à une certaine, à des règles de service public qui ont été balancées par-dessus. Et aussi rappeler que l'augmentation du tarif de l'électricité, en 2023, l'augmentation du tarif de l'électricité a augmenté de 43%. On se fait voler d'un bout à l'autre. Et voilà, ça c'est en termes de lutte de classe, au niveau donc des quelques éléments, parce que je ne vais pas vous dire plus là-dessus. Il y a tout un travail au niveau de la présentation de toutes ces données qui pourraient être réinvesties. Donc avec une lecture lutte de classe, on voit la part du capital qui ne cesse de grandir contre nous tous les salariés. Et s'il n'y a pas la reprise en main par l'ensemble des acteurs sociaux qu'on représente, à travers nos organisations diverses et variées, pour reprendre la main, que ce soit au niveau du nucléaire, mais la production de pétrole, la production de gaz et de charbon et la majorité de la production d'énergie dont on a besoin, si on ne reprend pas la main dessus, on va continuer à aller dans le mur. Bon, j'arrête là au niveau de l'argumentaire CGT que je mettais dans le débat. Merci. Oui, non, simplement, effectivement, il y a des éléments d'espoir, par exemple, par rapport au nucléaire, dont on pense qu'il va continuer à diminuer, mais pour autant, malheureusement, on peut dire que la situation globale sur la planète, que ce soit sur les questions de l'énergie ou plus généralement sur la géopolitique, est assez sombre, et c'est un petit peu inquiétant un peu pour nous, et puis surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc, mais bon, peut-être que ça va aller mieux. Je vous renvoie vers le journal La Décroissance qui donne un petit peu les pistes de comment on pourrait faire pour que ça aille mieux sur Terre. Mais à nouveau, je vous le disais tout à l'heure, tout le monde dit oui, c'est vrai, il faudrait faire ça, et tout le monde fait le contraire. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des rapports entre l'État français, EDF, et Rosatom et l'État russe? Et est-ce que les Russes reprennent la main en Afrique, en Niger, arrive, mais Rosatom continue à vendre beaucoup de combustible à la France. Le blocus qui a été fait après la guerre en Ukraine de l'Europe ne concerne pas le nucléaire, etc. C'est des choses que j'entends et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Eh bien, c'est tout simple. Emmanuel Macron a fait en sorte au niveau de Bruxelles que le nucléaire soit exclu des sanctions. Donc le business qui est énorme entre la France et d'autres pays et la Russie au niveau du nucléaire continue. Donc on continue à recevoir de l'uranium enrichi de la Russie. Il y a du business aussi par rapport à certaines technologies comme le chantier d'ITER sur la fusion nucléaire qui, faudrait aussi prendre une soirée sur ça, est un désastre absolument gigantesque au niveau technologique et au niveau financier. Mais en tout cas, il n'y a aucune sanction contre la Russie sur le nucléaire parce que, évidemment, la France et Macron s'est opposé à ça. Et voilà, ce business continue. Donc, on n'aime pas les Russes parce qu'ils ont attaqué l'Ukraine, mais sur le nucléaire, on continue à bien les aimer. L'État français. Pour revenir à vos propos sur l'avenir qui n'est pas du nucléaire, en France, le nucléaire existe. Aujourd'hui, la production mondiale d'énergie se répartit entre 20 d'électricité et 80% d'énergie haute qui sont essentiellement carbonées. Donc on a bien un problème quand même de réchauffement de la planète et c'est bien en partie dû à cet excès de consommation de produits carbonés. Aujourd'hui, il est évident à peu près que vous critiquez le côté français et son chauffage électrique. Aujourd'hui, les constructions neuves, c'est essentiellement du chauffage électrique. Alors, on a des meilleures performances au niveau des installations, mais l'énergie utilisée, c'est l'électricité. Donc, on va vers de plus en plus d'électricité. Si en France, aujourd'hui on a l'avantage d'avoir une énergie électrique quasiment 100% décarbonée,
le nucléaire, on est bien d'accord. Si on remplace le nucléaire par quoi? Bon, ça, effectivement, ça... Alors, si on remplace le nucléaire par de l'éolien et du photovoltaïque, c'est très bien. Mais quelle surface il faudra de panneaux? Combien il faudra d'éoliennes en mer? Combien il en faudra sur Terre? Et quel est le rejet de la population? Le rejet de la population foncière. À tort, à mon avis, mais enfin, c'est un réel problème. Alors effectivement, vous avez vu les chiffres, hein. Donc on peut, les gens qui soutiennent le nucléaire, évidemment, ne cessent de mettre en avant les problématiques des éoliennes, mais on voit que ce qui se passe sur Terre, et c'est partout, pratiquement sur tous les pays, c'est un phénomène irréversible. Donc ce qui est vraiment l'énergie qui est en train de prendre totalement le dessus, c'est le solaire. Et le solaire, vous pouvez en mettre sur tous les toits de toutes les maisons. Vous pouvez en mettre dans tous les villages isolés d'Afrique, d'Asie, n'importe où. C'est une énergie qui est appelée à vraiment, vous l'avez vu sur les courbes, à prendre une ampleur absolument massive et sans effectivement recouvrir tout un pays de pales, d'éoliennes et autres. Donc l'éolien offshore est en train de se développer aussi de manière importante, c'est-à-dire des productions massive, en particulier dans des zones très ventées en mer du Nord ou au large de l'Écosse, etc. Donc là, ça fait des productions massives, mais c'est surtout l'éolien qui se développe. Et le nucléaire, effectivement, le solaire, pardon. Le nucléaire est présenté comme une énergie favorable au climat, on en a beaucoup parlé, parce qu'elle émet peu de CO2, ils disent pas de CO2, mais enfin, si on compte tout, depuis la mine d'uranium aux déchets, c'est pas si simple, mais ça émet peu, en tout cas beaucoup moins que le charbon, par exemple. Mais à nouveau, hein, l'argumentaire des gens du nucléaire disant on va sauver le climat, il se heurte à la réalité qui, vous avez vu, la part du nucléaire, elle est comme ça, quoi. Donc moi je veux bien, hein, mais et à nouveau, beaucoup plus de fermeture à venir que de construction. Donc en fait, il va de fait falloir faire sans le nucléaire. On fait déjà presque, rappelez-vous, 1,8% de la consommation d'énergie sur Terre, le nucléaire. Donc c'est dérisoire. Donc en réalité, non seulement c'est possible de faire sans, mais c'est même pratiquement déjà le cas sur l'ensemble de la planète. Alors évidemment, en France, on fait les gouvernements, l'État fait a des choix très différents qui font mettre en avant toujours le nucléaire, mais qui est une voie de garage qui ne va pas pouvoir continuer continuellement. On le voit d'ailleurs, EDF est en déficit, en faillite, quasiment en faillite. Donc ce qui va rester au final, c'est pétrole, gaz, charbon et les renouvelables. Et il y aura la lutte entre les renouvelables et ce trio carboné. C'est à la fois question et témoignage. J'ai entendu parler de décarbonation et tu as très bien répondu en disant effectivement, on ne sait pas quel est le bilan carbone de la production d'1 kilo de combustible utilisé. J'ai eu la chance, on se connaît depuis longtemps, et j'ai eu la chance d'être nommé au Comité économique et social européen, donc j'en ai profité pour demander un certain nombre de choses. Effectivement, j'ai eu le plaisir de participer à la délégation qui est allée à Kyoto sur la construction du site de l'EPR et de visiter, d'aller sous terre. Alors, tu parlais des émissions d'hydrogène, mais le problème, c'est que en souterrain, il n'existe pas de couche indemne d'eau. Je peux vous le dire, à 500 mètres sous terre, où théoriquement il n'y avait pas d'eau, on voyait l'eau ruisseler sur la paroi. Et c'est là qu'ils vont y stocker leurs déchets. Donc ça, c'est le... Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que j'avais demandé à ce qu'on aille visiter justement un site de mine d'uranium. J'aurais bien aimé Ardite, bien sûr, puisque je savais qu'il y avait parallèlement les recherches pour l'ouverture de l'autre mine, d'ailleurs, qui est un fiasco de l'Auvergeon,
puisque ils se sont trompés, c'est-à-dire que la puissance du gisement est nettement inférieure, donc ils ont dépensé des sommes considérables pour faire des études, et au bout du compte, on reçoit le coup de pied au cul, et donc tout cet argent, je ne sais plus combien, 400 millions, je crois, qui vont à la poubelle, là. Ça donne le vertige. D'autant plus qu'ils cherchaient à extraire l'uranium en injectant de l'acide pour éviter d'avoir à brasser des... Parce que quand même, Arlit, c'est quand même 20 milliards de mètres cubes qui ont été déplacés pour atteindre le gisement. Vous imaginez la quantité d'énergie dépensée, etc. Le bilan, c'est faux, mais alors vraiment archi faux, et je n'ai jamais réussi à obtenir de réponse de la commission, de la DG Energy. Jamais. Il y a une omerta, on vous ment, on trompe tout le monde, c'est pas vrai. La production des crayons d'uranium qu'on descend ou qu'on monte dans le réacteur, on ne sait pas quel est leur bilan carbone. C'est un mensonge perpétuel. Donc, si vous n'avez qu'une question à poser, posez-la. Je sais que Stéphane ne peut pas répondre, donc c'est une observation. Et j'ai été vraiment très heureux et je remercie TAC d'avoir invité Stéphane. Merci à toi.